Bonjour et bienvenue à Accès MRC. Ici Richard Hébert. Je suis aujourd'hui en compagnie de Serge Tremblay. Qui est Serge Tremblay? Alors, ça fait plaisir de rencontrer Serge. Et Serge, on va me permettre que l'on se tutoie. On peut se tutoyer. Depuis le temps qu'on se côtoie, pardon. Et je voudrais juste dire à nos téléspectateurs que j'ai été plus souvent dans la position de Serge quand lui me posait des questions. Et aujourd'hui, c'est mon tour de me faire plaisir, mais sérieusement, bonjour Serge. Bonjour Richard, ça va bien? Oui, ça va bien. Écoute, Serge Tremblay, pour les politiciens, pour le monde ici aux alentours, il y a beaucoup de gens qui te connaissent, mais probablement qu'il y en a qui ne savent pas qui t'es, peut-être qu'ils t'ont jamais vu physiquement. Derrière ton journal, des fois, peut-être pas. Alors, explique-nous, là, qui est Serge Tremblay? Ouais, pour monsieur, madame, tout le monde, on me connaît peu. En réalité, les gens, au mieux, vont dire « Ah, je pense que je t'ai vu de la face dans le journal. » En réalité, alors moi, je suis journaliste, rédacteur en chef au Nouvel Hebdo depuis 12 ans comme journaliste, comme rédacteur en chef depuis peut-être 7 ans. Puis, j'ai étudié en sciences politiques, je viens de Dolbeau-Mistassini, j'habite Dolbeau-Mistassini. Et je suis un observateur de ce qui se passe chez nous qui tente de rendre au mieux l'histoire locale. Ah oui, tu le fais assez bien, je dois l'avouer. Tu dis que tu fais as fait des études en sciences politiques. À quel endroit déjà? L'Université de Montréal. Okay. Au début des années 2000 et j'ai commencé en 2001 et on se souvient ce qui s'est produit en 2001, le 11 septembre. Et ça a changé de façon assez importante la façon dont on a abordé les sciences politiques par la suite. Alors, c'était une période faste. C'est vrai, parce que la géopolitique, parce que c'est comme ça, c'est de ça qu'on parle, ça a un impact jusque dans nos foyers. Exact, exact. Et puis, bon, tu dis que tu es au travail déjà depuis une douzaine d'années ici dans le journal local qui est le Nouvel Hebdo, il faut le nommer, qui maintenant est regroupé là, dans Triumph Média. Et c'est quand même un journal extrêmement dynamique, hein? On se rend compte des Oui, on a gagné le journal de l'année cette année. Puis je pense que tu as gagné quelque chose. J'ai gagné 2 prix, personnellement. J'ai gagné un prix, un premier prix d'économie pour un article que j'avais écrit sur les prix offerts en récolte forestière qui ne suivaient pas, encore moins aujourd'hui, l'inflation. Puis j'avais gagné aussi un second prix pour une chronique que j'avais écrite. J'écris pas souvent des chroniques une fois 3 semaines, mais j'ai eu un prix. Ça se prend bien, mais on n'écrit pas pour ça. Il n'écrit pas souvent, mais il gagne quand il en écrit. Ouais, ça, je pense que c'est un peu un hasard, là, mais on les prend quand ils passent. C'est une belle fierté quand même. Pour toi, tu peux mettre ça sur ton tableau de chasse, dire oui, j'ai remporté. T'sais. Oui, mais en même temps, c'est pas pour ça que j'écris. Non. Moi, j'écris parce que je viens d'ici, évidemment. J'ai un attachement au milieu, puis ça me donne une satisfaction de dire que je laisse une trace sur l'histoire locale qui permettra peut-être dans un futur plus lointain, un petit jeune de faire une recherche puis dire bon, ben voilà, j'ai pu remplir mon mandat parce que c'était écrit noir sur blanc, parce que Serge Tremblay aura laissé une trace dans l'écrit, dans l'histoire locale. Puis d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, la Société d'histoire avait fait une capsule pour souligner les 10 ans de la réouverture de l'usine. Et j'étais là, j'avais laissé une trace. Alors, c'est une belle satisfaction. Ça me laisse de bons souvenirs de mon travail. Puis ça laisse quelque chose à la postérité, même si c'est très humble. Oui. Écoute, on a quelque chose en commun, c'est que moi, j'ai commencé ma carrière politique presque en même temps que tu as commencé ta carrière journalistique. Exact. Je me souviens de toi, tout jeune. Pas si jeune. Non, mais quand même, tu étais plus jeune. Il y en avait des plus expérimentés. On salue Jules, on salue évidemment Louis Potvin, Denis Hudon. Denis Hudon, c'est vrai, exactement. Ça fait que toi, tu as pataugé avec ces gens-là. Est-ce que sur la scène régionale, il y a une espèce de confrérie qui existe? Sur la scène régionale, je peux pas parler pour Saguenay parce que j'y ai jamais été, puis je pense que c'est un autre bibite, si tu me permets l'expression. Mais dans le local, ici, c'était très sympathique. Il reste malheureusement moins de journalistes qu'il y en avait à l'époque, parce que tu te souviendras, quand on allait au conseil de ville, bon, il y avait nous, il y avait Denis Hudon qui représentait Le Point à l'époque, ouais. Il y avait Louis Potvin, il y avait la radio locale, il y avait même Michel Bouchard. Oui, Kick FM. Puis on avait aussi Radio-Canada, je pense, avec Mélissa Paradis. Non, elle est arrivée plus tard, Mélissa, mais Radio-Canada venait pas souvent, à ma connaissance. De mémoire, il venait pour le budget, ces choses-là. Ouais. Mais donc, oui, tout le monde était friendly, là, pour prendre une expression anglaise. Puis je pense que ça reste de même dans le milieu. Mais bon, évidemment, on est de moins en moins de journalistes. Là. Maintenant, au conseil municipal, il y a juste moi. Puis je me souviens, entre autres, d'une discussion, tu y étais d'ailleurs, on était par rapport à la chocolaterie des Pères Trappistes, puis on se met à discuter tu sais, avec l'arrivée d'Internet, que le journal, le Nouvel Hebdo, était capable de mettre une nouvelle presque tous les jours, de façon quotidienne. Et c'est là que Louis Potvin
que je salue aussi, qui était du côté du quotidien. À ce moment-là, il dit, le vrai journal quotidien, en fait, il dit, c'est comme un peu le nouvel hebdo, parce que l'arrivée d'Internet permet de consulter... Oui, mais nous, on essaye de le faire. Évidemment, on en met tous les jours, mais on essaye de le faire en conservant aussi l'idée qu'on fait un journal papier. Puis, parce que c'est un équilibre qui est précaire. Hein? Si je mets tout... À mesure que je fais des articles, que je les mets sur le web, après ça, mon journal papier, si c'est la même chose que tu retrouves dedans, il y aura toujours une clientèle qui sera uniquement papier, une clientèle qui sera uniquement web, puis une clientèle qui se regroupe un peu entre les deux. Mais nous, on essaie de garder cette philosophie-là de dire, bon, ben on fait un journal papier, puis on veut que ce que tu vas lire dans le papier, hormis exception, ben, ce sera des choses que tu n'auras pas encore lues ailleurs sur notre site web. Mais ça nous permet aussi d'être là en temps réel quand c'est le temps. Quand il y a des événements importants, ben, on est capable d'être là. Puis c'est tellement important, je veux parler de l'importance des médias. Tu fais référence au grand nombre de médias qu'on avait dans le secteur de Dolbeau-Mistassini particulièrement. Et je veux dire, ça permet aux gens d'avoir une opinion, hein, et aussi de pouvoir voir ce qui se passe. Et puis, je serais même prêt à dire que les médias locaux jouent un rôle presque politique dans nos milieux. Je pense que oui. Bien, évidemment, je suis un peu biaisé, mais je pense que oui, que c'est une voie qu'on se donne pour le milieu. Parce que, bon, nous, notre mandat qu'on se donne, c'est pas d'essayer de fouiller des scandales. Là. Je veux dire, moi, j'aime à dire que je suis là pour tes bons coups, puis je suis là pour tes moins bons coups. Par contre, quand on revendique pour notre hôpital, et Dieu sait qu'on a dû revendiquer, bien, on était tout le temps là pour porter cette voie-là, puis la conserver dans le milieu régional, dans l'actualité, parce qu'évidemment, il y a des médias régionaux, mais bon, ils sont pas aussi souvent ici qu'ils le sont à Saguenay, pour des raisons évidentes, là. Mais si on n'a pas cette voie-là localement, pour faire des articles un peu plus de fond, parce que bon, il y a la télévision locale à laquelle on est actuellement, qui fait un job super honnête pour faire valoir des choses qui se produisent dans le milieu, ainsi de suite, mais pour faire du journalisme un petit peu, sans dire d'enquête, là, on est loin de là, mais un peu plus de fond, sur ce qui se passe chez nous, sur les décisions politiques, sur les enjeux qui nous touchent, nous, bien, si on n'est plus là, il reste qui pour en parler, non? Oui. Moi, quand j'étais à Ottawa, tu sais que l'importance des médias locaux, j'ai mis beaucoup d'emphase là-dessus. J'ai défendu le point, même à l'époque, Pascal Saint-Onge, qui n'était pas ministre, ben, enfin... Qui était à la CSN dans le temps. Qui était à la CSN dans ce temps-là. Et puis, on parlait de l'importance des médias. Puis, ce qu'on aime dans les médias locaux, autant écrits que télévisuels, c'est que les gens se voient dedans. Oui, puis c'est une recette du succès. Exact. Puis c'est la recette du succès jusqu'à un certain point, parce qu'on parle de nous. Puis je peux bien écrire un texte, moi puis mon collègue Louis Potvin, à qui tu faisais référence, on travaille ensemble, puis on aime prendre cet exemple-là. J'ai beau faire un texte sur le caribou forestier, c'est drôlement important, mais pour monsieur, madame, tout le monde, c'est un peu technique, c'est loin de préoccupation. Mais si je fais un texte sur quelqu'un du milieu qui se démarque pour X, Y, Z raison, puis que cette personne-là, on la connaît. Bon, hey, t'as-tu vu, c'est un tel qui est dans le journal. Ça a une résonance, puis je pense que ça contribue à participer à l'idée de se créer un sentiment d'appartenance dans notre milieu, puis d'avoir un esprit de collectivité puis de communauté qu'on aurait peut-être moins, parce que, bon, évidemment, on est des plus petits milieux, c'est plus facile de connaître un peu tout le monde, mais si t'as pas un outil comme un journal local ou autre chose, s'il y aura une autre recette un jour, mais si tu n'as pas un outil comme ça qui te permet de mettre en lumière ces choses-là, bien, tu vas te perdre tranquillement pas vite. Hein. On parlait avant l'émission de l'importance du média, évidemment, comme courroie de transmission. Puis tu me parlais de pouvoir. Tu dis, les journalistes, pas les journalistes, pardon, les politiciens, bien, ils ont un certain pouvoir de faire changer les choses. Mais là, je vais te faire une déclaration. Les journalistes aussi ont le pouvoir de faire changer les choses. On disait que c'est le quatrième pouvoir à un autre Voilà, c'est là que je t'appelle. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Ben, je pense que oui, jusqu'à un certain point, parce que surtout les grands médias, la presse, TVA, Radio-Canada, quand on maintient jour après jour dans l'actualité des dossiers un peu controversés, ça devient difficile pour les politiciens de faire l'autruche. Puis c'est la pression, il faut que tu répondes, puis des fois... la ligne de parti te force à répondre des choses qui sont pas toujours extrêmement sensées, on va dire ça comme ça. Alors, c'est pas simple. Donc oui, je pense que les médias ont encore une influence. Bon, évidemment, c'est une influence qui est secondaire. En dernière instance, c'est pas nous qui prenons les décisions, heureusement aussi. Il y a des gens qui sont élus pour ça, qui sont redevables devant le public. Mais oui, effectivement. Puis on en parlait un peu avant l'émission, mais
je pense que c'est une des raisons pour laquelle il y a plusieurs journalistes qui finissent par sauter la clôture et s'en aller en politique. Parce que, je veux dire, comme journaliste, tu es impliqué dans tout, mais tu es impliqué dans rien. C'est-à-dire que tu es un observateur d'un paquet de choses. Tu es à l'hôtel de ville. Tu as souvent les confidences des politiciens. Tu as des confidences de politiciens parce que si tu as une bonne relation avec eux, bien, dans le bureau, ils vont dire, bon, écoute, voilà ce que je peux te dire, puis je vais te parler off-record. J'aimerais ça, de pouvoir te dire ça, mais là, je suis pas prêt à aller en public avec ça. Ça t'aide à comprendre un peu mieux les rouages puis les raisons pour lesquelles on en est là. Mais bon, en dernière instance, ce sont eux qui ont le pouvoir. Puis là, tu es un journaliste, tu te dis, hey, moi, j'aimerais savoir ma chose à dire des fois. Fait que je pense que c'est une raison pour laquelle il y en a plusieurs qui finissent par sauter la clôture puis dire, bon, ben, je vais me lancer en politique. Puis on le voit surtout au provincial. Il y en a plusieurs qui l'ont fait. Oui, mais on pourrait reculer dans l'histoire. René Lévesque, on peut reculer. Il y en a eu de très bons, René Lévesque, entre autres. Puis entre autres, c'est que, tu sais, quand... Moi, j'étais formé en relations publiques avec la firme nationale. À un moment donné, quand j'étais président de la Corporation des thanatologues du Québec, ils nous donnent des cues puis des façons de... Puis lorsqu'on arrive sur le fameux off-record, là, ça, c'est l'affaire qui nous avertisse le plus. Dis jamais off-record parce que souvent, le journaliste peut s'en servir. Mais moi, j'avais l'habitude, de dire aux journalistes, ce que je vais te dire là, je veux pas que ça sorte. Puis je dis au gars, si ça sort pas, ou le gars ou la fille, si ça sort, je te redirai plus jamais rien. Ça va te régler. Ouais, c'est un peu ça, qu'on le veuille ou non. Oui. Je veux dire, ça te prend une relation de confiance. Oui. Puis, bon, des fois, t'aimerais bien ça le dire, là, mais il faut se respecter là-dedans. Puis surtout qu'on est dans un petit milieu. Oui. Si t'es à Montréal, puis que tu décides de couper court, puis de sortir une information qu'on t'a donnée sous confidence, bien, idéalement, tu le fais pas, mais moi que ce soit vraiment, vraiment majeur. Mais bon, tu vas peut-être entacher un peu ta réputation, mais dans le grand tout, c'est peut-être moins grave que si moi, dans une population de 14 000 habitants, à Dolbeau-Mistassini, je décide de révéler des confidences qu'on m'a faites. Ben, je peux difficilement faire ça, je pense. Puis c'est peut-être pas éthique non plus. Les journalistes viennent chercher des informations chez les politiciens, mais n'oublie jamais que nous autres aussi, on en prend de vous autres. C'est une relation dans les deux sens. Là, je pense qu'il faut le dire. Là. C'est pas un secret, ça va dans les deux sens. Sur le respect de la confidentialité, lorsqu'un politicien confie quelque chose aux journalistes, et souvent vice-versa, on prend beaucoup d'informations de votre côté. Un politicien, mais pas juste les politiciens. Les gens aussi du milieu entrepreneurial, entre autres, des fois, ont des récriminations envers les politiciens. Oh. Ça peut arriver. Oui, et puis qu'ils vont vous le dire sur le couvert de l'anonymat, parce que, bon, évidemment, ils veulent pas se mouiller outre mesure, puis je les comprends, là. Mais il n'y a pas que les politiciens qui font des confidences. C'est très intéressant. Bon, tu es un fin observateur de la scène politique locale, puis dans la MRC, depuis la dernière décennie. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a marqué? Comment tu vois l'évolution de la MRC? Donne-moi quelques impressions. Je l'ai dit d'entrée de jeu, moi j'aime ce milieu, je viens d'ici, je l'habite, puis je trouve qu'on a une super qualité de vie. Par contre, il faut faire la part des choses. Cette qualité de vie-là, elle n'est pas acquise. Et on a des enjeux qui sont assez majeurs si on veut perdurer dans l'avenir. On a des populations en décroissance, on a de la dénatalité, on est une population vieillissante, dis-je. On a de la difficulté à attirer des immigrants pour toutes sortes de raisons qui méritent d'être explorées. Et bon, on parlait autrefois de l'exode des jeunes, qui est encore un fait, même s'il y en a plusieurs qui sont revenus. Puis on a une absence d'adéquation entre le type de formation que les gens vont chercher versus les besoins d'un milieu qui est davantage axé autour de l'extraction des ressources primaires. J'en suis un bon exemple. Je veux dire, moi, j'étudie en sciences politiques. Qu'est-ce que je ferais à Dolbeau-Mistassini si j'avais pas la chance d'être journaliste, là, tu sais? Alors... tout ça fait qu'on est dans un moment charnière, je pense, pour l'avenir. Est-ce que ça t'inquiète? Est-ce que ça m'inquiète? Bon, non, je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter, mais il faut prendre ça au sérieux. Puis il y a un autre enjeu qui est peut-être d'envergure plus provinciale, mais qui nous affecte par la bande, c'est que de plus en plus, on a une fracture entre Montréal et le reste du Québec, incluant les régions. Alors, tu sais, on ne peut pas être un État qui est déconnecté entre sa métropole puis les gens qui vivent en pourtour, incluant les régions éloignées. On ne peut pas continuer sur cette piste-là bien longtemps, puis qu'on le veuille ou non, ça va nous affecter, nous. Puis bon, autre chose, ben tu sais, on a des conseils municipaux dans 12 municipalités, on a 85 élus sur l'ensemble de la MRC de Maria-Chapdelaine.
ça devient difficile de pourvoir ces postes-là pour toutes sortes de raisons. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir? Je veux dire, il y a des gens qui vont être en faveur des fusions, il y en a qui vont être contre, il y a des gens qui vont être quelque part entre les deux. Est-ce que c'est un dossier qu'il va falloir explorer? Le regroupement des services pourrait être un pas dans la bonne direction, entre guillemets. Et c'est commencé. Du côté de Normandin, entre autres, on l'a fait avec le secteur géant. Ouais. Dolbeau-Mistassini commence à offrir de plus en plus des services aux municipalités environnantes en termes, je crois, que l'urbanisme. Dans l'eau aussi, déjà à Saint-Eugène, quand j'y étais, on donnait des services. Exact. Donc, ça, je pense que c'est le premier pas qu'il faut faire. Ouais. Puis je pense que c'est un pas qui est un petit peu plus facile à faire aussi pour les populations. Parce que se fusionner, il y aura toujours une question d'identité. Je ne peux pas reprocher à des gens de dire qu'on ferait une MRC, une ville. Non. Je ne peux pas reprocher à des gens de Girardville, par exemple, de se sentir exclus des décisions de Dolbeau-Mistassini. Oui, mais j'en parlais avec Luc quand tu es venu me rencontrer, Luc Simard. Je veux dire, il y a des secteurs, hein, le géant, le sel, le page. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, dans un premier temps, de regrouper ou de rapprocher ces administrations là, et voire même, après avoir offert des services communs, peut-être voire même diminuer le nombre de personnes qui siègent au conseil? Ce sera peut-être un incontournable parce que ça va être de plus en plus difficile. Et c'est pas croyable. C'est les populations vieillissantes, souvent aussi, dans ces villages-là, peut-être encore davantage. Parce que les gens qui y demeurent, souvent, sont des gens qui y sont nés puis qui ont un attachement particulier, tu sais. Ce n'est pas une question facile. Tu as parlé des natalités puis de problèmes démographiques, puis on le voit parce qu'à la fusion de Dolbeau-Mistassini en 1997, voyons, je suis bien mêlé dans mes dates, C'était 96? 97. 17. Oui, excuse-moi. Le 17 décembre 1997. La population de Dolbeau-Mistassini était quasiment 15 000 personnes. On est passé sous la barre des 14 000. On est passé sous la barre des 14 000. Bon, tu as parlé de l'exode des jeunes, hein, l'exemple de l'autobus scolaire qui partait avec 48 jeunes à chaque semaine, ça a marqué les esprits un peu. Est-ce qu'il y a une solution? On parle d'immigration, on en parle souvent dans différentes chroniques. On est vraiment face à un problème de plus en plus marqué. Oui, puis s'il y avait une solution, comme on dit, on l'aurait. Il n'y en a peut-être pas de facile, puis ça va être peut-être des choses à tâtons. On va s'essayer à gauche et à droite différentes solutions. Il y en a qui auront du succès, d'autres moins. Mais si on avait la réponse, ce serait simple. Ouais, c'est comme l'histoire de Rona. Mais est-ce qu'il y a un retour en région qui est prévisible suite aux années pandémiques qu'on vient de passer? Est-ce que Moi, je l'espère, parce que, bon, le télétravail est plus possible que jamais, parce que c'était quelque chose qu'on savait qui était possible, mais les entreprises... Là, on l'a testé. Oui, les entreprises rechignaient à le faire. Là, ils ont été obligés de le faire, puis c'est devenu quelque chose qui est communément accepté, je crois. Puis je sais qu'il y a des travails qui sont disponibles. L'Agence de revenus du Canada permet maintenant de faire beaucoup de télétravail, par exemple. Je veux dire, on peut avoir des gens qui habitent en région, loin d'un poste de service, puis qui peuvent avoir un travail quand même au sein d'un Il faut avoir l'Internet. Hein? Oui, il faut avoir l'Internet, qui est un autre enjeu. Voilà. On y travaille, semble-t-il, mais c'est long. Il faut être patient. Mais bon, l'avenir nous le dira, mais on n'est pas sorti de l'auberge, je crois. On n'est pas sorti de l'auberge parce que les gros conglomérats de communication sont tellement importants puis ils dictent quasiment la marche à suivre au gouvernement. C'est pas facile. Moi, j'ai frotté un peu dans ces milieux-là puis c'est pas... Ça finit toujours par se faire avec de l'argent public. Oui. Ils sont assez fins. Parce que le Canada s'est construit justement d'est en ouest, puis ce qui relie tout ça, c'était les stations de télévision puis de radio. Radio-Canada a fait un peu l'image du train de l'époque de Johnny McDonald. On est rendu quasiment là. Exact. Mais écoute, on a des défis qui sont importants, mais par contre, d'un autre côté, les habitants, entre guillemets, du secteur, ce sont des gens résilients. C'est des gens qui sont solidaires. Hein? On le voit quand on ramasse des sous pour la guignolée. Oui, par per capita, on est certainement parmi les populations les plus généreuses envers... Comment t'expliques ça? C'est une bonne question. Moi, ça m'étonne à chaque fois. Moi, je pense qu'il y a peut-être une petite mentalité de Gaulois derrière ça, quelque part. On est chez nous, puis on tient à nos affaires, puis à notre hôpital, puis à nos services de proximité. Je vois pas quelle autre raison que ça peut être que celle-là, parce que Dieu sait qu'on en a besoin, puis que on est le dernier arrêt quand on arrive dans le haut du lac, là, puis si on se prend pas en main nous-mêmes, il n'y a personne qui va le faire pour nous. Alors, je pense que la population a ce sentiment-là de dire, bon, on doit protéger ce qui nous appartient. Et c'est la raison pour laquelle elle répond présente. Puis on a quand même une communauté d'entrepreneurs et d'entreprises qui est assez dynamique. Je veux dire, on a construit un complexe
à fort prix. Puis il y a des gens qui ont répondu présent pour... Encore une fois. Oui. Encore une fois. Alors, c'était pas pour l'hôpital, c'était pour un complexe sportif. Ouais. On l'a vu pour la salle de spectacle aussi à l'époque. Exact, à l'époque, oui. Dans ces années-là. Donc, la population répond présent. C'est un signe d'attachement envers son milieu, même s'il y en aura toujours les gens un peu défaitistes, là, il n'y a rien à faire ici. Moi, ça me tente toujours un peu, parce que si tu t'ouvres les yeux, c'est pas vrai. Il y a des choses à faire. Bien sûr, tu n'es pas dans le centre-ville de Montréal. Là. On s'entend. Mais par contre, de présentement dans le centre-ville de Montréal... Tu n'as pas le pont-tunnel à traverser tous les matins. C'est ce que je pense. Alors... il y a des avantages et des inconvénients. Le rat des villes, le rat des champs. On n'a peut-être pas tous les restaurants chics, etc. Cependant, on a un bon milieu de vie dans lequel il y a une solidarité qui est installée. Exact. Puis... C'est correct d'aimer la ville. Là. Moi, j'y étais à Montréal pendant quelques années, puis c'était une ville que j'ai aimée à plusieurs égards, mais je la trouvais un peu loin du lac Saint-Jean. Puis je préfère la vie en région. Maintenant, ça appartient à chacun, mais je pense qu'on a une qualité de vie qui est vraiment au rendez-vous pour les gens qui recherchent ce type de vie-là. Puis maintenant, c'est juste que ça demeure quand même difficile à vendre malgré tout. Ouais, c'est pour ça qu'il faut essayer de stabiliser l'emploi puis essayer de créer de la richesse d'une certaine manière. Mais tous les politiciens et tous les gens d'affaires, etc., ils travaillent d'une certaine manière. Tout le monde le dit, tout le monde voudra le faire, mais c'est toujours plus compliqué que de le dire. T'sais. On a tellement parlé de diversification économique, mais est-ce qu'on s'est tellement diversifié au fil des années? Pas tant, on a fait un chemin. Mais... On parle d'économie, justement, on pourrait aborder rapidement un peu ce sujet-là. Le déclin du commerce, là, ici, dans le secteur de Beaumistassini. C'est une réalité, qu'on le veuille ou non. L'achat en ligne, c'est facile de lancer des accusations à gauche et à droite. Moi aussi, à l'occasion, je commande sur Amazon, là, je le fais, mais j'essaie de le faire à petite dose. Parce qu'en réalité, en termes de prix, généralement, je crois pas qu'on est tellement différent de ce qu'on va retrouver en ligne dans la plupart des commerces locaux. Puis, il faut jamais oublier que c'est pas Amazon, ni Google, ni Facebook qu'on voit ces bandes de l'Arena. Puis, c'est pas eux autres qui financent le Festival du Bleu Air, puis c'est pas eux autres qui financent le Festival de la Gourgane. Je te raconte une petite histoire sur Amazon. La seule unique fois que j'ai acheté un truc sur Amazon, c'était ma collaboratrice, Laurence Poulain, qui est dans le secteur de Montréal, que je salue même si ça me va pas. Je lui demande un cours d'anglais pour perfectionner mon anglais. Alors, elle dit, on va vous faire... La professeure nous demande un bouquin quelconque, un cahier d'exercice. Et quand le cahier d'exercice est arrivé quelques temps après, quand je l'ai ouvert, il y en avait au moins un dixième des pages qui étaient déjà utilisées. J'avais acheté quelque chose de usagé, ça m'a un peu étonné. Mais c'est là qu'on s'aperçoit que le commerce local est important à conserver puis à encourager parce que dans le fond, demain matin... Puis en même temps, c'est une roue qui tourne. Là. Tu peux pas te plaindre que tu n'as rien, puis après ça, à commander en ligne sur des boutiques américaines. Là. Je veux dire, à un moment donné, il y a une logique, il faut que les bottines suivent les babines, dit le vieux dicton. Oui. Mais dans le contexte pas de la rareté de l'argent, mais des difficultés financières. La rareté de l'argent, oui. Oui, c'est la rareté de la main-d'œuvre. Tu sais, les gens, ils aiment mieux mettre, mettons, 15, 20, 30, 40 $ dans leur poche que d'encourager le marchand local. Puis le marchand local, il faut qu'il paie des tarifs importants. Oui, c'est sûr, mais je pense que ça, c'est surfait un peu. Parce que quand on y regarde de près puis qu'on magasine un petit peu, moi, je suis pas convaincu que ça coûte tant plus cher que ça de magasiner localement. OK. À l'occasion, oui, là, peut-être. Là. Sur certains items. Sur certains items, mais dans l'ensemble, là, moi, je suis pas convaincu que c'est si désavantageux que ça, là, au contraire. Puis tu sais, le déclin pas le déclin, mais en tout cas, les difficultés financières commerciales, il n'y a pas juste à Dolbeau-Mistassini. Tu sais, tu peux pas empêcher quelqu'un de Dolbeau-Mistassini d'aller faire son tour à Chicoutimi. Non. Puis le gars de Chicoutimi à Québec, Montréal, New York. On le fait tous, là. Puis je pense qu'il n'y a pas un commerçant qui va te reprocher d'aller faire un tour à Chicoutimi pour aller acheter peu importe, là. Mais en même temps, le réflexe de l'achat local, il demeure important. Puis c'est sûr que nous, comme journal local, on en fait la promotion parce que, je veux dire, si les commerçants ne sont pas au rendez-vous, c'est eux qui financent le journal grâce à la publicité, là. C'est vrai. Alors, tu sais. Je voyais exactement la même difficulté, le même type de campagne qui était lancée à la MRC Mère-Chapdelaine dans un autre secteur. J'ai dit, gardons, ils font exactement l'affaire, puis on est dans un autre secteur. Tiens, je l'ai retrouvé, c'est le secteur du Mail Saint-Roch. Ils vont donner des billets ou des bons d'achat. Je pense pas que notre situation soit différente de celle des autres. Là, cet égard-là, on a beau être plus loin. Je pense que c'est une réalité partout. Là. C'est des grosses corporations immenses, multinationales, avec des revenus faramineux, qui sont capables de s'accaparer des parts de marché vraiment importantes. Puis,
on lutte vraiment contre plus grand que soi. Là, mais je pense que ça nous appartient à chacun de faire un petit bout de chemin. Écoute, y a-tu un message d'espoir que tu voudrais lancer à toute la population? Urbi, Orbi, tu sais qu'on est vu jusqu'au Saguenay, alors pourquoi pas? Comment vois-tu l'avenir ou quel message tu peux laisser là? Je ne voudrais pas me faire moralisateur, mais je crois qu'il y a de l'avenir pour les régions, puis on a une volonté, je pense, de se prendre en main, mais on n'a pas les leviers politiques nécessairement pour le faire. On dit que les municipalités sont des créatures du gouvernement, puis bon, ils ont les mains attachées à plusieurs égards, puis est-ce qu'on pourrait faire mieux? Oui, mais ça ne dépend pas que de nous, mais on peut faire notre bout de chemin. Mais je pense qu'on aurait besoin de se concerter un peu plus fort, puis de se donner une voix un peu plus régionale pour faire contrepoids. On va avoir besoin de ça, je pense, de toute façon. Les gens, il faut qu'ils s'impliquent un peu plus en politique. Oui. Entre guillemets. Pas nécessairement de se lancer en politique. Non, mais faire de la politique, ce n'est pas seulement d'aller siéger dans un hôtel de ville ou au Parlement. Faire de la politique, c'est être impliqué dans un comité environnemental ou c'est être impliqué dans une organisation qui milite pour quelque chose auquel tu tiens. Je veux dire, faire de la politique, ce n'est pas que de prendre des décisions à l'hôtel de ville. Parce qu'il y a un bon réseau ici dans le secteur de la MRC Ménard-Chapdelaine. Les gens se connaissent, les gens se respectent. Les gens aussi se solidarisent ensemble lorsque nécessaire, souclent la corde aussi souvent ensemble. En tout cas, moi, je suis bien heureux d'être dans ce milieu-ci à Dolbeau-Mistassini. J'ai eu l'occasion de voyager aussi un peu. Mais quand je reviens ici, je m'aperçois que c'est toujours... il y a toujours une fibre un peu différente. Les gens quand on arrive à Péribonka, on arrive chez nous. Ah, à Péribonka, quand on arrive, puis ça nous donne un petit coup d'œil, d'autant plus que Péribonka fait des beaux aménagements. Exact. Serge, écoute bien, j'aurais voulu te reprendre encore une autre demi-heure, mais le format d'émission étant ce qu'il est. Je te remercie beaucoup de t'avoir pressé à l'exercice, puis bonne chance pour la poursuite de ta carrière. Merci bien. Merci. Merci tout le monde et on se revoit la semaine prochaine avec une autre émission.